Alors, dans cette deuxième vidéo consacrée aux origines antiques de la liberté, nous allons voir comment les Romains ont développé le concept de droit et nous examinerons l'émergence de la notion de droit individuel, la naissance de l'humanisme et les contributions de philosophes comme Sénèque ou de Cicéron, notamment Cicéron pour l'émergence du concept de loi naturelle comme loi supérieure aux lois humaines. Alors, l'Empire romain fut un creuset juridique, hein. En effet, l'Empire était une entité cosmopolite immense. À son apogée vers 117 après Jésus-Christ, l'Empire romain était un immense État pluriethnique et plurilingue, s'étendant de la Grande-Bretagne à la Mésopotamie, qui est l'actuel Irak. Donc une vaste entité cosmopolite avec une multitude de coutumes, de traditions juridiques, politiques et religieuses. Donc il leur fallait absolument, pour gérer cet empire, un code de droit qui soit identique pour tout l'empire. Contrairement aux Grecs, qui vivaient dans de petites cités ethniquement homogènes, les Romains ont dû élaborer un système juridique complexe pour gouverner cette diversité, que ce soit pour établir le droit de se marier, de produire, d'acheter, de vendre, de pratiquer un culte, etc., etc. Alors les fonctions du droit, le droit romain permettait la cohabitation pacifique et l'échange entre les hommes en délimitant clairement les frontières du mien et du tien. Et en effet, nous verrons que le droit de propriété avait une importance centrale dans ce système juridique. La protection des droits individuels. Eh bien, Rome a accordé une très grande importance, au moins dans sa première phase, qui est la phase de la République romaine. Donc une très grande importance à la liberté individuelle. Ça peut nous paraître étonnant parce qu'on croit souvent que c'est quelque chose de moderne, mais non, ça existait déjà dans l'Antiquité. Malheureusement, avec l'Empire, hein, le passage de la République à l'Empire, cette protection des droits individuels a décliné jusqu'à disparaître. Alors, d'abord, la loi des 12 tables. Établie en 450 avant Jésus-Christ, elle constitue le premier corpus de lois écrites accessibles à tous les citoyens romains, patriciens comme plébéiens, garantissant transparence et équité. Donc la loi des 12 tables, elle a constitué vraiment le premier corpus de lois écrites qui correspondait étonnamment aux droits fondamentaux tels que formulés d'abord par John Locke, par exemple, au XVIIe siècle, puis par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1789. Il y a vraiment des similitudes frappantes à quasiment 2000 ans d'écart. Alors, cette loi, donc, offrait, enfin, cette loi des 12 tables offrait une protection contre l'arbitraire et les abus de pouvoir. Elle anticipe en quelque sorte aussi sur la grande charte, la Magna Carta, hein, qui apparaît en Angleterre au XIIe siècle et qui limite justement les attributions du pouvoir royal. Alors certes, à l'époque, les femmes, les esclaves, les étrangers étaient encore plus ou moins exclus de cette protection de la loi. Mais on peut dire que cette loi des 12 tables a été un progrès immense et constitue encore aujourd'hui le socle, hein, de notre droit moderne. Et dans ce dispositif, les droits de propriété constituent une étape fondamentale. Il y a différents types de propriétés, qu'elles soient foncières ou mobilières, et surtout, la propriété se définit par trois termes, hein, en latin: usus, fructus et abusus. C'est-à-dire le droit d'user, c'est le droit de profiter donc de l'utilité de ce qui nous appartient, le droit de faire fructifier, c'est-à-dire de percevoir par exemple des revenus ou des profits, et le droit d'abuser, c'est-à-dire le droit de consommer, de détruire ou de vendre sa propriété. Et ainsi, ces trois caractéristiques de la propriété privée, eh bien, protègent contre les abus et permettent à chacun d'être pleinement souverain avec ce qui est à lui. La naissance de l'humanisme et de la vie privée. En effet, la propriété qui apparaît à cette époque va permettre à chacun de se définir, pas simplement par son être, mais aussi par son avoir. Car ce que l'on est
dépend aussi de ce que l'on a. Notre vie nous appartient d'abord, nous possédons nos facultés, notre corps, avant de posséder des biens matériels. Et donc, on distingue ainsi la propriété de soi, qui est une propriété finalement intérieure, propriété de nos facultés, de notre corps, et la propriété des choses, qui la propriété des biens matériels ou la propriété extérieure. Et dans la société romaine, chacun pouvait se différencier d'autrui et devenir ainsi acteur de sa propre vie en jouant un rôle singulier. C'est ainsi qu'apparaît la notion de persona. Cicéron utilise le mot persona, qui désigne un masque porté par les acteurs au théâtre, pour désigner la personnalité juridique et sociale d'un individu. Donc, la notion de persona impliquait que les individus étaient des entités distinctes, avec leurs propres particularités, avec leurs propres droits, et donc, la notion de personne humaine individuelle qui est unique et qui a une dignité particulière, c'est ce qu'on va retrouver à l'époque moderne, par exemple, chez un Emmanuel Kant, qui dit que la personne humaine, c'est ce qui a une dignité, c'est-à-dire une valeur absolue, qui ne peut pas être traitée comme un simple moyen, comme une chose. Eh bien, cette notion de personne, elle émerge à l'époque de la Rome antique. Elle va bien sûr se développer davantage avec le christianisme, comme on le verra au Moyen-Âge. Alors, Sénèque, j'ai choisi cet auteur parce que c'est un modèle d'équilibre en fait dans la pensée entre le fait qu'il a été un homme politique, mais également un homme d'affaires. Il a été banquier, il a fait une certaine fortune, et donc c'est quelqu'un qui a pratiqué à la fois la vie publique et en même temps la vie d'un entrepreneur sur le marché. Et puis, il est aussi philosophe, donc il a écrit notamment le traité de la vie heureuse, qui est un recueil finalement de sagesse stoïcienne. Un plaidoyer pour la morale stoïcienne où Sénèque définit le bonheur comme une âme libre, inaccessible à la crainte, pour qui le mal unique est l'indignité morale. Et ce qu'on va voir, c'est qu'il y a chez Sénèque, dans sa pensée aussi, un équilibre entre cette quête du bonheur et la morale, entre donc la recherche de la vertu, parce que c'est cela que signifie le bonheur pour les anciens, mais aussi la recherche du plaisir, qui n'est pas exclu, qui n'est pas condamné chez Sénèque. Le plaisir est un élément de la vie heureuse qui accompagne celui qui est vertueux. Ainsi, nous dit Sénèque, les anciens ont prescrit de vivre la vie la meilleure et non la plus agréable, de telle sorte que le plaisir soit non pas le guide de la volonté droite, mais son compagnon de route. Bon, autrement dit, la norme du bonheur, c'est le juste et le bien, et non pas en soi le plaisir, certes, mais le plaisir est une sorte de fruit, une sorte de conséquence naturelle de ce bonheur. Enfin, le rapport entre la richesse et la vertu. Là aussi, Sénèque établit des distinctions extrêmement nuancées. Il dit le sage n'aime pas les richesses, il les préfère. Il ne les accueille pas dans son cœur, mais dans sa maison. Il ne rejette pas celles qu'il possède, il les domine. Et on voit ici que les biens matériels ne sont pas non plus rejetés, ne sont pas condamnés. Le sage peut posséder des biens matériels, mais il ne doit pas en être l'esclave. Voilà, il ne doit pas se laisser dominer par ses richesses. Il doit être prêt finalement à les perdre si le hasard ou les aléas de la vie eh bien en veulent ainsi. Mais le sage donc est libre en fait. Voilà, c'est ça qui est très important, c'est que il ne rejette pas les biens matériels, mais il n'en est pas l'esclave. Alors, la notion de loi supérieure, elle apparaît avec Cicéron, et c'est un point clé dans sa doctrine. Et on pourrait dire que dans l'époque moderne, cette notion de loi supérieure, elle apparaît avec les droits de l'homme. L'expression droit de l'homme souscrit implicitement à l'idée d'une loi supérieure. Supérieure à quoi? Supérieure à l'État, supérieure aux hommes, mais une loi qui justement est universelle. Voilà, elle est supérieure, disons, par exemple, à la loi d'Athènes ou à la loi de Rome. Pour Cicéron, cette loi supérieure, c'est la loi du cosmos. C'est pour ça qu'on va parler de cosmopolitisme dès cette époque. L'idée que les hommes ne sont pas seulement citoyens d'une ville, d'une cité comme Rome ou Athènes,
mais ils sont aussi citoyens du monde, citoyens du cosmos, cette espèce de république universelle dans laquelle règne une loi unique et fondamentale qui est la loi morale. Et donc, cette notion de loi supérieure représente une forme de contre-pouvoir, une limite au pouvoir des princes et des rois. Ils ne peuvent pas disposer de la justice, car ils doivent toujours se référer à cette loi naturelle qui s'impose à eux et sans laquelle ils perdraient toute forme de légitimité. Donc cette idée rappelle au prince voilà, qu'il n'est pas tout puissant, hein, qu'il n'est pas la norme suprême du droit. Donc d'où la notion de droit naturel, concept développé par les philosophes de l'Antiquité. Alors c'était déjà le cas chez Aristote, on trouvait déjà l'idée d'une distinction entre droit conventionnel, hein, qui est particulier, propre à un temps et à un lieu, et droit naturel, qui lui est universel, qui ne change pas, et qui est au fond écrit non pas dans les textes, mais plutôt dans la raison, hein, dans la conscience humaine. Voilà, pour terminer, on peut dire que sans cette norme morale supérieure, eh bien, il n'y aurait pas d'instance critique capable à la fois d'interpréter l'ordre juridique, mais aussi de le critiquer, de le discuter. Euh, donc, c'est véritablement une limite à l'arbitraire. Alors, peut-être quelques citations. Ici, j'ai retenu 3 citations de Cicéron. D'abord, il dit que une seule et même loi éternelle est en vigueur en tout temps et chez tous les peuples. Hein, il insiste sur l'universalité fondamentale de cette loi morale. D'autre part, il dit que le droit a un fondement dans la nature même. Alors ici, il ne s'agit pas de la nature physique, il s'agit de la nature humaine. La nature humaine, c'est-à-dire le fait que l'homme a en lui une tendance naturelle, c'est-à-dire innée, hein, donnée à la naissance, une tendance naturelle au bien et au vrai et au beau. Et que donc, certes, il y a aussi une tendance à l'égoïsme et à une forme de cupidité ou un instinct de domination qui existe en l'homme, mais précisément la raison nous incite à rechercher le vrai, le bien et le beau. Donc, dernière citation, ces vertus naissent du penchant que nous avons à aimer les hommes, qui est le fondement du droit. Donc, le droit trouve sa source dans la nature humaine, c'est-à-dire dans cette tendance, dans ce penchant, nous dit Cicéron, que les hommes ont à aimer le bien. Antigone. Alors, c'est la dernière diapo de cette vidéo. Antigone, ici, ça nous ramène un petit peu avant, c'est-à-dire à l'époque grecque. C'est Sophocle hein, qui a écrit cette pièce. Et dans cette pièce, Sophocle met en scène un conflit entre deux lois. La loi de Créon, qui est l'oncle, mais surtout qui est le roi de Thèbes, et Créon va interdire à Antigone d'enterrer son frère, et la loi divine qui est invoquée par Antigone pour désobéir à Créon. Donc, ce conflit illustre assez bien justement la tension qui peut exister entre le droit conventionnel, les lois écrites par les hommes, la politique, si vous voulez, et le droit naturel, c'est-à-dire les principes moraux universels qui peuvent être aussi des principes d'origine religieuse. Donc, Antigone refuse d'obéir au décret du roi Créon qui interdit l'inhumation de son frère. Et en désobéissant à Créon, elle obéit à sa conscience. Alors, il n'est pas question ici encore de raison hein, ou de loi naturelle, puisque dans la pièce de Sophocle, on va parler de préceptes religieux, de lois divines. Mais on voit déjà une préfiguration de ce qu'on vient d'exposer à propos de la loi naturelle chez Cicéron. Donc, là encore, dans cette pièce, on voit que sans l'idée d'une loi supérieure, qu'elle soit divine, naturelle, sans l'idée d'une loi supérieure, eh bien, il n'y aurait aucun moyen de s'opposer à Créon. Créon aurait toujours raison, même quand il a tort. Donc, on voit bien que l'Antiquité a inventé cette idée qui a été essentielle au développement de la civilisation occidentale, cette idée que une loi écrite par les hommes peut être jugée à l'aune d'un critère moral et d'un critère de justice qui est un critère universel et qui réside dans le bon usage de la raison.